Quentin, hello à toutes et tous, merci d'être sur Smart Freelancing Podcast. Très content de te recevoir aujourd'hui, Corentin. Salut Brice, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et bien également, on va parler de SEO, surtout que tu es un profil particulier, puisque non seulement tu es expert SEO, sinon tu ne serais pas là, et également tu fais partie du programme Smart Freelancing Academy, donc c'est un double plaisir aujourd'hui de te recevoir. Donc on va parler de SEO, moi c'est aussi un peu mon domaine, plus la partie sémantique, du coup j'ai commencé par la rédaction SEO il y a une dizaine d'années, donc voilà, je suis toujours un peu dans ce domaine-là, mais toi tu as beaucoup plus l'expertise globale, l'expertise stratégique, l'aspect technique, l'aspect business aussi, puisqu'on fait du SEO dans un but héroïste pour la rentabilité, pour faire du CA de façon ultime. On n'est pas là juste pour rédiger des beaux contenus et pour avoir un site avec des beaux liens, etc. Déjà, avant de rentrer dans le détail de comment faire du SEO ou pas justement quand on est freelance, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous raconter un peu qui tu es, ce que tu fais? Ouais, alors moi c'est Corentin du coup, donc je suis consultant SEO depuis 2019. Je suis tombé un petit peu dans la marmite du SEO par hasard pendant un de mes stages de fin de master. Au départ je me destinais plutôt au journalisme, mais au final le SEO m'a pris et voilà j'étais convaincu, j'étais curieux, donc c'est un univers qui me plaisait bien. Aujourd'hui je suis freelance, donc j'accompagne principalement des entreprises B2B qui constituent à peu près 80% de mon portefeuille client. Je fais aussi un petit peu d'e-commerce, un petit peu de B2C, mais mon cœur de cible, c'est vraiment le B2B, notamment via le collectif Bulldozer, dont je fais partie depuis quelques mois maintenant. Très clair. Très clair. Et à ton avis, pour tout de suite voilà, dire les termes, est-ce que les freelances, on va spécifier peut-être lesquels, hein, mais les freelances ont un intérêt à faire du SEO pour attirer des clients? Est-ce que c'est un levier qui est pertinent et que tu recommanderais? Oui, alors c'est un levier que je recommanderais, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que le SEO, déjà, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. Donc par exemple, pour un freelance qui sera consultant, par exemple en RH, ce qui peut tout à fait se faire, c'est pertinent dans le sens où on a des mots-clés liés au consulting RH qui ont des volumes de recherche. Il faut aussi voir si le mot-clé, pour le coup, est réalisable en termes de positionnement. Parce que si on a devant des concurrents qui sont des mastodontes, ça va être forcément plus compliqué d'aller se positionner. Mais il faut bien garder en tête que le SEO, ça prend du temps. C'est un levier long-termiste. Allez, moyen-termiste, si on fait vraiment bien le boulot. Mais quand on est freelance, les ressources sont limitées. Donc il faut y allouer un petit peu plus de temps aussi pour vraiment que ça porte ses fruits. Après, le vrai juge de tout ça, ça va être de voir un petit peu le volume de recherche de certains mots-clés, voir un petit peu comment se présentent les résultats de recherche. Par exemple, si on est en free et qu'on a un ancrage local, par exemple qu'on fait du coaching en présentiel, ça peut être intéressant de viser une localité, par exemple coach RH à Nantes. Et dans ce cas-là, on va peut-être plutôt qu'un site, même si le site c'est toujours bien, travailler une fiche Google. Donc le SEO peut prendre plusieurs formes, mais dans 90% des cas, il va être intéressant pour les freelances. Ok, ok, hyper intéressant. C'est vrai, pour justement clarifier un peu, on parle souvent de SEO en disant SEO égale article de blog, alors qu'en fait c'est beaucoup plus large que ça. Ce serait par quel moyen qu'un freelance pourrait faire du SEO et ce serait quoi le plus pertinent, justement, le plus rentable, le plus utile pour les free? Alors comme je le disais avant, pour un free qui va avoir par exemple un ancrage local qui nécessite vraiment de travailler dans un périmètre géographique spécifique, la fiche Google c'est un très bon levier. Souvent on a moins de concurrence que sur les résultats naturels hors résultats locaux. Donc ça va être de créer sa fiche, de collecter des avis, un petit peu comme on fait sur Malte au final. C'est-à-dire qu'on va Mm. créer la fiche, on va noter ses services, on va créer une description qui va bien, on va faire des posts, on va enrichir, on va demander des avis clients, bien définir la localisation aussi, c'est important. Donc pour un SEO qui a une portée locale, la fiche Google, ça va vraiment être le levier activé en priorité, qui est en plus gratuit, donc pourquoi s'en priver? Et pour un SEO qui va être un petit peu plus dans des services qui ne sont pas forcément géolocalisés, ça va être un peu plus complexe, parce que forcément il Mm. y aura plus de concurrence aussi. L'idée que je conseille, moi, aux freelances qui nous écoutent aujourd'hui, ça peut être potentiellement de créer une page qui vous compare avec d'autres personnes, plutôt que de créer des articles de blog génériques. Par exemple, si vous êtes un consultant SIA, plutôt que de créer une page consultant SIA assez générique, on va dire, qui répond aux questions
qui ont déjà été traités 1000 fois par vos concurrents qui ont plus d'autorité que vous, il faut mieux aller chercher un angle. Par exemple, des questions qu'on peut vous poser en entretien, des choses comme ça, en call de découverte. Si vous voyez des objections de prospects qui ressortent souvent, ça peut être intéressant de les traiter parce que vous vous différencierez d'un point de vue sémantique de vos compétiteurs et en plus vous aurez l'élément de réassurance aussi qui va faire en sorte qu'on se dira ah bah lui il comprend vraiment ce que je veux. Donc en plus, même s'il n'est pas forcément positionné en premier, ça change de toutes les agences qui traitent les mêmes questions, qui sont un petit peu génériques et pas forcément très pertinentes par rapport aux situations. Ouais, c'est clair. C'est clair, et ça va dépendre aussi de ce qu'on propose, de la prestation service, de ce qu'on fait, de la cible, etc. Donc toujours bien analyser le marché, réfléchir, est-ce que ma cible, bah, je peux la toucher en SEO ou pas. Donc je pense qu'effectivement, il y a un peu de réflexion à faire. Tu parlais de Malte, c'est marrant justement. J'avoue que moi, par abus de langage, je dis souvent que bah, pour être référencé sur Malte, mais aussi pour apparaître dans les résultats de recherche sur LinkedIn, il faut faire une sorte de SEO sur Malte, sur LinkedIn, c'est-à-dire c'est plus une optimisation de mots-clés globalement, une optimisation très technique aussi du profil. Est-ce que pour toi ça rentre un peu là-dedans aussi parce qu'on va inclure tous les moyens de se référencer en général sur Internet et pas seulement sur les moteurs de recherche d'ailleurs? Bien sûr, parce que Malte, déjà, on est sur un moteur de recherche malgré tout. Donc Oui, forcément, il y c'est a des vrai. règles du SEO traditionnel comme on l'entend qui s'y appliquent aussi. Et en fait, le SEO, il y a 20 ans, ça concernait principalement ton site. Donc qu'est-ce que tu vas faire en termes de contenu, qu'est-ce que tu vas faire en termes de technique, de maillage interne. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'en fait, quand tout le monde a commencé à faire les mêmes choses sur son site, forcément, Google avait plus forcément de possibilités de différencier un site de l'autre. Et du coup, pour organiser les résultats de recherche, ça devenait un peu compliqué. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, quand on est freelance, penser aussi que Malte, c'est du SEO, que LinkedIn, Mm, c'est aussi du SEO, parce qu'on est sur des pages qui sont dans des moteurs de recherche et qui sont mm. aussi indexés sur Google. Donc potentiellement, si on a entendu parler de vous et qu'on cherche votre nom sur Google, si votre profil Malte n'est pas optimisé ou que votre profil LinkedIn n'est pas optimisé, il faut garder en tête que nominativement, c'est peut-être les premières pages sur lesquelles vos prospects vont ressortir. Donc effectivement, le SEO aujourd'hui, c'est vraiment un écosystème. C'est pas que ce qu'on fait sur le site. C'est les mentions de marque, c'est les backlinks, c'est les plateformes pertinentes et tous les canaux qu'on peut utiliser en fait. Et ouais, c'est clair, c'est plus complexe qu'on ne le pense. Et en même temps, moi j'entends souvent justement des free dire non mais le SEO justement c'est trop complexe, ça prend trop de temps, il faut faire 15 000 articles, trop de concurrence, laisse tomber, je m'y intéresse même pas. Alors que, bah, on le voit, bon, souvent c'est des consultants SEO, des experts SEO qui vont utiliser le SEO sur leur propre site et donc ça marche et donc coordonnées bien chaussées, tout ça, tout ça. Mais voilà, moi je vois beaucoup de free comme ça qui se disent non mais je vais faire des posts LinkedIn, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Alors que bah, les résultats sont peut-être pas aussi bons que avec un bon SEO où tu as quand même passé un peu de temps, quelques mois, tu as fait une bonne strat, tu as fait du contenu, tu as fait par exemple, ce que tu disais, tu as fait ta fiche Google My Business et tu as optimisé ton Malte et tu as créé ton site dans une niche, etc. Donc, moi, je pense que ça mérite quand même d'y prêter attention. Donc, si on se dit, OK, je veux me lancer en SEO, je veux commencer à développer ce canal de visibilité, par où on commence quand on n'a même pas de site, qu'on a potentiellement un profil Malte, un profil LinkedIn pas optimisé, voilà, on part de pas grand-chose. C'est quoi le premier truc à faire? Alors si on part de zéro déjà, ça va être d'analyser un petit peu les mots-clés liés à son activité. Par exemple, si on voit qu'on reprend l'exemple de consultant SIA et qu'on voit qu'en haut de page, on est sur des personnes qui ont des domaines avec une grosse autorité, qui produisent beaucoup de contenu sur la thématique et donc qui sont mis en avant mécaniquement par Google via l'autorité perçue par la création de contenu, il faudra peut-être aller chercher des mots-clés un peu moins concurrentiels, mais pour lesquels il est beaucoup plus facile de se positionner en créant un contenu. Parce qu'en fait, la plupart des mots-clés business, donc par exemple consultant SIA ou alors meilleur consultant SIA, c'est des mots-clés que les gens ont déjà identifiés. Donc potentiellement, ils ont déjà fait un travail de contenu, ils ont déjà réoptimisé plusieurs fois pour voir un petit peu ce qui fonctionnait pas en termes de référencement. Donc en fait, ils ont une longueur d'avance sur vous. L'idée étant de se dire, par exemple, si vous êtes un consultant SIA spécifiquement dans le B2C, peut-être plutôt viser un mot-clé comme consultant SIA B2C, qui aura moins de volume de recherche, mais qui sera beaucoup plus abordable pour vous. Parce qu'en fait, l'erreur numéro un, moi, que je vois chez mes clients et chez pas mal de freelance, c'est d'être trop ambitieux. Parce qu'on est un peu conditionné à ça, et c'est cool d'être ambitieux, on est d'accord. Sauf qu'en fait, il faut s'en donner les moyens aussi.
Et quand on est un freelance, on n'a pas les budgets des grosses agences, par exemple. Donc, c'est forcément plus compliqué. Donc, première étape, faire une recherche de mots-clés. Pour ça, il y a pas mal d'outils qui existent. Par exemple, Alloscan, qui est un outil français qui propose un essai gratuit, donc qui est abordable ensuite par la suite, mais qui, pour des recherches ponctuelles, suffit largement. On a aussi Ubersuggest, par exemple. Enfin, il y a plein de solutions envisageables pour faire cette recherche de mots-clés. Ok, tu peux citer d'autres outils comme ça qui peuvent être intéressants parce que moi, étant un peu dans le SEO, je connais un peu les plus classiques, hein, les SEMrush, les Ahrefs, les Ubersuggest et compagnie. J'avoue que ça fait un moment que je m'en suis pas servi. C'est quoi les tout derniers là? Je sais qu'il y a Tot SEO qui est pas mal. Ce serait quoi les outils comme ça pour quelqu'un qui, encore une fois, ne connaît pas forcément, c'est pas son métier le SEO. Donc ce serait quoi les outils accessibles, on va dire, à des profils non SEO? Ouais. Alors le starter pack que je recommanderais, moi pour le coup, c'est Alloscan, qui est un peu une alternative à SEMrush et à Ahrefs, mais qui est made in France, donc c'est plutôt cool, et qui en plus est beaucoup plus abordable. J'ai pas les pricing de tête, mais on a une période d'essai gratuite qui est assez riche déjà. Et après, si je dis pas de bêtises, on est à peu près sur une cinquantaine d'euros par mois, versus 200 pour les SEMrush, Ahrefs, etc. Donc avec cet outil, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire de l'analyse concurrentielle, vous pouvez voir les backlinks reçus par vos compétiteurs, vous pouvez voir les volumes de recherche des mots-clés. Donc c'est vraiment un outil ultra complet et qui est vraiment très abordable. Et le deuxième que tu as évoqué, pour un peu l'optimisation sémantique des contenus, c'est Tot SEO, qui pour le coup est vraiment un bon outil, même si, encore une fois, le but c'est pas de chercher la perfection dans l'optimisation sémantique, c'est de faire un contenu qui vous ressemble, qui parle à vos cibles, et qui est malgré tout assez optimisé sémantiquement pour que Google puisse le considérer comme viable pour être en première position. Donc si on combine les deux sur de l'abonnement mensuel, on est à peu près avec les packs de base à une soixantaine d'euros. Donc relativement abordable pour commencer. Ok, j'avais aussi, je crois que c'est le même genre, c'était Your Text Go que j'utilisais beaucoup hein, pendant un moment avec certains clients. Ça existe encore, ça en est où? Moi j'adore aussi Ortex Guru, c'est un peu une Ouais. alternative à TOT mais qui est plus à destination d'un public d'agence parce que les tarifs sont plus élevés. Après c'est un super outil et pour ceux qui peuvent se le permettre, honnêtement moi j'aime beaucoup les deux donc j'ai pas de chapelle mais les deux font très bien le job. Ok, trop bien. Bon, je pense qu'il y a déjà de quoi tester avec tout ça. C'est quoi les résultats qu'on peut attendre quand on est freelance, qu'on fait du SEO et qu'on va pas déployer un budget faramineux en investissement, qu'on va pas passer 10 heures par semaine à créer du contenu, etc. Quels résultats on peut attendre pardon, en termes de lead, en termes de visibilité, en termes de clients signés potentiellement, etc. Je sais pas comment est-ce on pourrait euh, classifier ça. Je sais que ça dépend. Je connais la réponse un peu classique en SEO, mais je sais pas à quoi Bien est-ce qu'on vu. peut s'attendre. Est-ce que à une échelle, à une petite échelle donc de freelance qui fait du SEO sur son site, on peut avoir plusieurs leads par semaine et c'est super, ou est-ce que ça va être plus marginal? Alors si on est sur un site qui part plus ou moins de zéro et qu'on cible donc des mots-clés qui sont abordables, donc qui ont un volume de recherche plus bas, par exemple si on prend consultant SEO B2B ou SEA B2B, peu importe, et qu'on part du principe que le volume a à peu près 30 à 50 recherches mensuelles, alors pour se positionner en première page, déjà il faudra avoir du très bon contenu, faire un bon maillage interne, etc. Mais on part du principe que environ, quand on est positionné premier sur un mot-clé sur Google, on est à peu près 25% de taux de clic. Donc ça dépend aussi de si on a des ads, si on a du pack local, etc. Mais c'est technique, donc on va dire 25%. Donc Hmm. admettons qu'on soit premier sur consultant SIA B2B avec un volume de recherche de 50. Donc si on a 25% de taux de clic, que tout est bien optimisé et que le contenu est vraiment aux petits oignons, on va être du coup sur une douzaine de leads par mois. Donc encore une fois, après le taux de transformation, il va dépendre aussi de la physionomie du contenu. Est-ce que les signaux utilisateurs sont bons? Par exemple, est-ce qu'on a un bon taux de clic? Est-ce que le taux de rebond est pas trop élevé? Est-ce que le message du contenu est assez convaincant aussi? Parce qu'au-delà du SEO, le SEO c'est aussi du copywriting pour la conversion, Ouais. forcément. Mais si on parle en termes de lead organique pur, on peut viser les 12 si on est premier sur un mot-clé à 50 de volume de recherche mensuel. Pas mal. On aime les chiffres concrets, clairs, précis. Il n'y a plus qu'à s'y mettre.
Ok, donc aujourd'hui ça vaut le coup de se mettre encore au SEO. Le SEO n'est pas mort, comme on le répète tous les ans depuis 10 ans. C'est quoi pour toi le futur du SEO là, dans les prochaines années? Vraiment, c'est compliqué de se projeter à 5-10 ans, mais là vraiment dans les 3 prochaines années, on va dire horizon 2028, c'est quoi vraiment qui va le plus changer dans la façon de faire du SEO? Alors, comme tu l'as très bien précisé, moi j'aime pas trop faire le Nostradamus parce qu'au final on ne sait pas vraiment. Mais si on part du paysage actuel et qu'on extrapole un petit peu, on a plusieurs tendances. La première, c'est que tous les mots-clés informationnels un peu génériques ont déjà été poncés jusqu'à la moelle. Donc c'est plus du contenu qui est intéressant. Par exemple, un contenu qui, par exemple, traite du sujet quel consultant SIA B2B choisir quand on a un chiffre d'affaires de tant à tant d'euros, c'est pertinent parce que le volume est faible, mais on est dans l'hyper-personnalisation. Donc au lieu Ouais. d'aller taper les mêmes mots-clés que les grosses agences qui déploient un budget fou pour justement mettre en avant leur site, l'idée c'est vraiment d'aller chercher de répondre à des questions très précises, non seulement parce qu'en termes de conversion ça paye, mais aussi parce qu'avec les IA, etc., on est sur quelque chose qui est de plus en plus mis en avant. Les IA, en général, on leur pose des questions plus longues traînes, plus détaillées qu'à Google. Donc il y a cette Ouais. tendance-là. La deuxième, c'est les outils. Moi, je crois beaucoup à la tendance des outils. Et à mon avis, c'est amené à durer. Avant, il fallait prendre une page en HTML, par exemple, pour calculer un prêt à taux zéro et faire soi-même Hmm. les calculs avec sa petite Casio. Maintenant, avec l'IA, on a quand même la possibilité de faire des outils plus interactifs. Et les signaux utilisateurs, on le sait, c'est un des facteurs principaux de positionnement quand on atteint des bonnes positions. Donc particulièrement quand on est en première page, si on est en top 5, le site qui va avoir les meilleurs signaux utilisateurs, donc la satisfaction du lecteur tel que calculé via le taux de rebond, le taux d'engagement, etc., c'est le facteur vraiment prépondérant pour aller en top 1. Donc il y a vraiment cette idée d'ultra personnalisation. Et plus en plus aussi, on a ce côté omnicanal. Comme je le disais au Hmm. début, avant on était vraiment sur du SEO sur le site. Maintenant, tous les canaux servent à développer la notoriété de marque qui elle-même va aider à booster le SEO. C'est-à-dire que quand on a une marque réputée, tous les efforts qu'on déploie en SEO par la suite, ils vont être multipliés par 10. En fait, c'est un peu le cheat code. Quand tu as une marque forte et que ton volume de recherche marque est élevé, le SEO, ça va tout seul. C'est vraiment sous Hmm. stéroïde rapidement. Donc voilà, si je devais résumer, hyper personnalisation, notoriété de marque et SEO accès conversion plutôt que trafic. Ok, très clair. Tu parlais un peu de l'IA, justement. Qu'est-ce que ça a changé dans ton métier et qu'est-ce que ça change pour le SEO, en fait, l'IA au quotidien? Est-ce que c'est, ça y est, tout le monde utilise tous les outils, c'est intégré dedans et vraiment là, on peut plus s'en passer? Ou au contraire, est-ce que c'est une trend? Est-ce que ça améliore vraiment on va dire la performance, le ROI du SEO? Ou à l'inverse, comme on le lit parfois, Google sanctionne les contenus SEO, c'est une catastrophe, etc. Comment tu vois l'IA dans le SEO? C'est très vaste, mais voilà, de manière très concrète, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est un vaste sujet, comme tu l'as bien dit. Moi, ce que je pense, en tout cas, ce que je constate au quotidien, c'est que l'IA, c'est un outil. Donc avec un marteau, on peut construire une cabane, on peut se casser les phalanges. C'est vraiment à double tranchant. L'idée, c'est que, premièrement, par exemple, pour les contenus, moi, je me sers beaucoup de l'IA pour faire des structures de contenu, par exemple, donc c'est un gain de temps considérable. Après, il faut quand même garder en tête qu'un des critères de Google, c'est le côté unique du contenu. Donc à quel point il y a de l'expérience personnelle qui transparaît, à quel point il y a des efforts qui ont été fournis pour créer un contenu unique et pertinent pour l'utilisateur. Donc l'IA peut aider sur la structure, mais ne remplacera jamais, du moins pas encore pour l'instant, une rédaction faite avec de l'expérience, avec un point de vue, avec une opinion et avec une vraie valeur ajoutée. Après, Mm. c'est vrai que nous, malgré tout, que ce soit l'automatisation ou l'IA, c'est quand même des outils qui nous permettent de gagner assez de temps sur la rédaction de contenu, notamment aussi sur certains exports, certains traitements d'informations. On n'est pas vraiment, à mon avis, sur une révolution pour l'instant. On est plutôt Mm. sur un outil qui est certes très puissant, mais qui ne dispense pas du travail stratégique. Parce que maintenant que l'IA peut produire du contenu à peu près qualitatif, tout le monde s'y met, et du coup les contenus sont un peu nivelés vers le médiocre. Donc en fait on peut se dire, bah, mes concurrents font des contenus avec de l'IA, ils peuvent produire 100 contenus par jour, moi je peux pas.
donc je suis foutu. Et la réalité, c'est que, comme pas mal de personnes le font, il suffit d'être un peu meilleur et d'utiliser l'IA pour faire le sale boulot, on va dire, pour sortir un petit peu du lot. Donc en soi, c'est une opportunité qui est hyper importante et hyper intéressante si on a la stratégie derrière, mais ça peut vite se retourner contre soi. Comme tu l'as dit, Google peut pénaliser les contenus créés par IA s'il voit qu'il n'y a pas de valeur ajoutée et si on fait ça un petit peu à l'arrache. Mais en soi, ça peut être un super outil quand même pour être plus productif. Ok, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que ce soit dans le copywriting, dans le SEO, dans la rédaction, dans le ghostwriting, bref, tous les métiers que je connais, c'est vrai que c'est un outil, un bon outil, quand on sait bien s'en servir. Et du coup, dans le SEO aussi, je pense qu'il faut savoir s'en servir, ça aide quand même beaucoup. Mais voilà, faut s'en servir avec l'art et la manière. On parle beaucoup du GEO aussi, donc tout ce qui va englober le référencement sur les IA. Donc très simplement, ça veut dire un prospect par exemple va taper quelque chose dans ChatGPT, dans Claude ou autre, il va demander quels sont les meilleurs freelances, consultants SEO par exemple, pour m'aider sur mon site, etc. Et forcément, l'IA va lui recommander des profils. L'IA va se baser sur plein de facteurs qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que les moteurs de recherche comme Google. Mais du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants SEO qui deviennent consultants SEO, GEO, IA, soyez référencés sur Internet, sur les moteurs de recherche, sur les moteurs IA. Et c'est vraiment devenu, on ne sait pas trop, enfin moi j'ai ma petite idée, mais de loin on a du mal à savoir si c'est une trend, un élément de langage comme ça, ou si vraiment c'est hyper important de se positionner sur les deux. Et si c'est le cas, c'est quoi la différence? Est-ce que si on est positionné sur Google, on est forcément positionné sur ChatGPT, etc. La parole est à vous. Large sujet encore une fois. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une vraie hype autour de la GEO, LLM et le SEO, enfin peu importe comment on appelle ça, c'est quand même une tendance dernièrement. La vérité, pour remettre un peu l'église au centre du village, c'est que les algorithmes de Google, on sait comment ils fonctionnent en partie seulement. Et pour l'IA, c'est pareil. Par exemple, si je prends une étude très concrète, Ahrefs donc, a analysé 75 000 marques par rapport à AI Overview, donc le modèle d'IA de réponse de Google qui est déployé notamment aux États-Unis, pas encore partout en Europe pour des raisons de confidentialité. Et en fait, ils ont vu les corrélations entre à quel point certaines marques ressortaient dans AI Overview et d'autres ne ressortaient pas. Donc, ce qu'ils ont analysé, c'est que les marques qui ressortaient le plus dans AI Overview, les facteurs qui semblent être les plus importants, c'est la notoriété de marque, les mentions de marque sur d'autres sites et les backlinks. Donc en fait, c'est un petit peu quelque chose qu'on fait déjà en SEO. C'est-à-dire que, c'est par exemple s'inscrire sur des annuaires. Alors certains disent que ça marche pas. Moi, je suis pas vraiment de cet avis parce que c'est une mention de marque. Mais au final, on a quand même des pratiques qui se regroupent. Après, c'est vrai que le GEO, ça demande quelques ajustements. Par exemple, il y a plus d'emphase qui est mise sur la technique ou sur le formatage de contenu. On sait par exemple que ChatGPT adore les tableaux comparatifs, il adore les listes à puces, il adore les résumés. Donc c'est quelque chose effectivement qu'il faut adopter dans ses contenus pour maximiser ses chances de ressortir. Mais est-ce que le SEO et le JO, ou peu importe comment on appelle ça, sont deux disciplines totalement, on va dire, opposées? Non, pas du tout. C'est vraiment complémentaire. Il y a vraiment un diagramme de Venn où les choses en commun entre le SEO et le JO sont des réalités. Et encore une fois, il y a une étude qui a été faite. Alors, je vais donner crédit à Vincent Terrazi qui vient de sortir l'étude. C'est pas de lui, mais c'est des infos qu'il a eu de la part d'OpenAI, je crois. C'est que le taux de clic sur ChatGPT est à peu près de 1,86%. Donc, pour qu'on se rende compte, la première position Google, c'est 25%. Donc, alors, certes, on ne sait pas comment ça va évoluer. Peut-être que dans 5 ans, le taux de clic de ChatGPT sera à peu près à 20% comme la première position de Google. Mais la réalité à l'instant T, c'est que tous ces moteurs et ces nouveaux outils, ils génèrent beaucoup de visibilité potentielle. Par contre, en termes de trafic, il y a beaucoup d'impressions, mais très peu de clics, étant donné que tout est un petit peu dilué et que ChatGPT n'a pas forcément intérêt à faire sortir l'utilisateur de ChatGPT, ce qui est plutôt logique pour le coup.
Ouais, c'est vrai que j'avais vu passer ça. C'est intéressant de noter comme ça évolue. Euh, je crois que depuis tout à l'heure, j'entends du bruit. Je crois que c'est parce que tu tapes sur ton bureau quand Ah, tu c'est parles, non? possible. C'est Tu fais possible. ça? Ouais. C'était juste pas. C'est une petite tic. Vu que j'ai le casque, j'entends tout. Du coup, ouais, essaie d'y aller mollo. Il t'a rien fait le bureau. C'est le micro, il est trop puissant, c'est pour ça. Exact. Tout à fait. Je comprends. Mais ok, donc ouais, à suivre de près. C'est pas une trend, c'est pas du bullshit, c'est pas ouais, les IA, machin. Il y a vraiment beaucoup de trafic. Moi, j'ai un client avec lequel je bosse depuis 6 mois maintenant, qui m'a approché en me disant, il m'a fait un mail en m'expliquant, bonjour Brice, je t'ai découvert sur ChatGPT, je cherche un copywriter, je cherche quelqu'un pour m'accompagner sur LinkedIn aussi, donc et du coup j'étais en mode mais incroyable. Du coup j'ai vite fait un post LinkedIn là-dessus, j'ai communiqué dessus parce que c'est la première fois qu'on me disait ça, donc j'imagine aussi que c'est la première fois que ça arrivait et c'est assez ouf de se dire que bah maintenant il y a ce nouveau canal. Je suis plus visible vraiment en SEO parce que mon site, mon ancien site, je l'ai mis en ligne. Je vais peut-être en recréer un vrai un jour. Là, en attendant, j'ai mes landing pages, j'ai ma page du programme, etc. Mais du coup, je suis plus tellement visible en SEO. Alors que du coup, il y a plein de personnes en copywriting, en expertise LinkedIn et tout qui sont arrivées. Mais du coup, je suis quand même visible sur les IA. Parce que les IA ont gardé en tête plein de choses et elles ne prennent pas seulement en compte le site, les articles, etc. Donc ouais, très intéressante. Nouveau canal d'acquisition, du coup, les IA. Et le SEO en fait partie, mais comme je pense que là, même quand on veut se faire recommander par les IA en tant que freelance, c'est vraiment tout l'aspect visibilité. Donc, est-ce qu'il y a des médias qui parlent de nous? Est-ce qu'on est présent sur LinkedIn? Est-ce qu'on a un site? Est-ce qu'on apparaît ailleurs sur d'autres sites, etc. Est-ce qu'on est dans des annuaires aussi, comme tu le disais? Donc, ouais, je pense que tout ça, ça à prendre en compte. Et comme ça, on maximise les chances de se faire référencer. Exact. Ok, bon le SEO est mort, je voulais t'en parler aussi, je t'ai fait la blague un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent non mais le SEO, de toute façon maintenant il y a trop de monde, ça sert plus à rien, et puis de toute façon là l'algorithme on comprend plus rien, ouais, j'ai perdu tellement d'engagement là, de reach, de portée, machin, laisse tomber. Le SEO est-il mort, Corentin? Le SEO n'est pas mort, mon cher Brice. Alors, il y a deux Ah, cas pour moi. Il y a les personnes qui réussissent pas en SEO et quand elles lisent sur LinkedIn que le SEO est mort, c'est un biais de confirmation qui rassure un petit peu en se disant bon bah ça n'a pas marché pour moi, ça ne doit pas marcher pour les autres. Toujours est-il que sur chaque mot-clé, on a toujours une première position. En revanche, c'est vrai qu'il y a une évolution. Par contre, on est sur quelque chose, qu'on soit bien clair, à court terme, le JO, ou peu importe comment on l'appelle, ne va pas remplacer le SEO. Google, c'est quand même l'immense majorité du trafic organique sur le web. Donc le SEO n'est pas mort. On s'adapte. Il y a des choses qui changent. L'algo évolue. On demande de plus en plus d'humains derrière les contenus, par exemple, mais aussi de plus en plus de notoriété de marque, parce que c'est quelque chose qui est difficile à manipuler. Donc mm. oui, le SEO change, mais le SEO n'est absolument pas mort, à part pour ceux qui le font mal, pour le coup. Très bonne punch, j'adore. Effectivement, le SEO n'est pas mort, sauf si c'est vous qui l'avez tué. Voilà, c'est ça qu'il Exact. faut dire. Très bien dit. Très Je te la clair. vole celle-là. Merci, merci. Je suis copywriter, je sais pas si vous savez. Ça s'invente pas. C'est, j'adore jouer avec les mots. Bon, très clair. Trop bien. Bah, je pense qu'il n'y a plus qu'à se mettre au SEO, mais ça va demander un peu de boulot quand même. Si là on part de zéro, qu'on est freelance, qu'on veut s'y mettre, donc il faut faire les choses bien, faire les choses dans l'ordre. Pourquoi pas demander conseil à Corentin? Qu'est-ce que toi tu peux proposer aux freelances qui nous écoutent? Est-ce que tu peux les aider d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu leur recommandes? Ouais. Alors déjà, moi je suis dispo sur LinkedIn, donc vous pouvez me contacter sans problème via DM, ou sinon vous pouvez prendre carrément un call gratuit que je propose encore pour l'instant. Je sais pas combien de temps ça va durer, et c'est pas une technique marketing pour le coup, c'est juste que ça devient très chronophage et que j'ai d'autres prios, donc dispo pour parler une demi-heure un petit peu de vos problématiques, de votre projet si jamais il y a besoin. Sinon, je pense que la plupart des freelances qui s'intéressent déjà au SEO ont déjà suffisamment de base, entre guillemets, pour commencer. Ce qui manque en général, c'est la stratégie. Donc, faites-vous accompagner, que ce soit par moi, que ce soit par quelqu'un d'autre. Il y a plein de SEO compétents. Demandez les clients avec lesquels le SEO a travaillé, depuis combien de temps il exerce le métier, qu'est-ce qu'il a vu, quelle est sa philosophie. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons experts aujourd'hui. Et la stratégie, c'est vraiment ce qui va différencier un site qui fonctionne et qui génère des leads
d'un site avec peut-être une stratégie trop ambitieuse et qui pour le coup va stagner. Et là, vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Et la deuxième chose, soyez patient. Le SEO, ça se fait pas en une semaine ou deux. C'est, allez, 3 mois minimum si on fait très bien le boulot. Mais en tout cas, anticipez. Le meilleur moment pour commencer le SEO, c'était hier. Et le deuxième, c'est aujourd'hui. C'est beau, le mot de la fin. Merci Corentin. Ben, j'invite du coup tous les frais qui nous écoutent à parler avec Corentin, il est très sympa et il va vous convaincre aussi de rejoindre le programme par la même occasion, donc c'est bénéf, c'est du gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Du gagnant-gagnant-gagnant du coup. Donc voilà, allez-y, foncez. Merci en tout cas Corentin pour tout ça. On se reparle bientôt et on continue les interviews d'experts et d'expertes pour aider les freelances dans plein de domaines. Tout ce qui peut permettre d'acquérir plus de clients, de signer plus de deals, d'augmenter son CA, de travailler moins mais mieux, bref, de kiffer sa vie de freelance comme d'habitude avec le Smart Freelancing. Merci Corentin, à très vite. Merci à toi, Brice. Ciao. Bye.